Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La fin de la tournée africaine du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Le Kenya, le Nigeria et le Sénégal étaient au programme de sa mission. La mission durant laquelle le chef de la diplomatie américaine a exprimé son inquiétude relative au contexte politique en Éthiopie et au Mali. La prestation de serment d'Amina Gerba au Sénat canadien. Camerounaise d'origine, la femme d'affaires a été nommée sénatrice indépendante en juillet dernier. Et puis une nouvelle grève au sein du secteur bancaire au Mali. Un nouveau mouvement de 72 heures entamé ce mardi et initié par le syndicat national des assurances, banques et établissements financiers et commerces. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la mort d'au moins 29 personnes en République démocratique du Congo. Elles sont décédées dans des attaques perpétrées dans le territoire de Djougou, en Ituri, à l'est du pays, et toujours sous état de siège. Selon le baromètre sécuritaire du Kivu, ces victimes sont essentiellement des civils. Dans les détails, 22 corps ont été retrouvés à Drodro et 7 à Donga. Ces offensives menées dans la nuit du 21 au 22 novembre ont été attribuées à des miliciens de la coopérative pour le développement du Congo et qui ont aussi pris pour cible un camp de déplacés. L'actualité, c'est aussi cette attaque meurtrière au Burkina Faso. D'après le ministre de la Communication, Ousseini Tamboura, l'offensive a visé un détachement de gendarmerie de Foubé, situé dans la région du centre-nord. Bilan: au moins 9 gendarmes et une dizaine de civils tués, selon le porte-parole du gouvernement. Un nouveau drame pour le Burkina Faso, et ce, une semaine après l'assaut d'Inata, perpétré le 14 novembre et qui avait fait plus de 50 morts. Par ailleurs, des sources sécuritaires précisent que 8 gendarmes sont toujours portés disparus. Des opérations sont actuellement en cours pour les retrouver. Fin de mission pour le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Le chef de la diplomatie américaine a achevé sa tournée africaine le samedi 20 novembre après s'être rendu au Kenya, au Nigeria et puis au Sénégal. Une tournée durant laquelle il s'est exprimé sur la situation politique au Mali et en Éthiopie. Plus de précisions avec Zahra Mohamed. À Bamako, la junte au pouvoir peine à enclencher le processus vers les élections. Un retard a été pris dans l'organisation de ce scrutin, prévu le 27 février 2022, devant consacrer le retour du pouvoir aux civils. Pour les États-Unis, par la voix de son secrétaire d'État en tournée il y a encore quelques jours sur le continent africain, il faut amorcer rapidement le retour vers un régime constitutionnel. C'est ce que nous espérons, c'est ce que nous recherchons. Et il s'agit du peuple malien et de ses aspirations à la démocratie, de ses aspirations à la paix, de ses aspirations au développement et au respect des droits de l'homme. Et nous attendons avec impatience de prendre les mesures nécessaires pour relancer la politique de l'aide dès qu'un gouvernement démocratiquement élu aura pris ses fonctions. Le chef de la diplomatie américaine s'est également exprimé au sujet de l'Éthiopie, où la guerre entre le gouvernement fédéral et le Front de libération du peuple du Tigré menace d'embraser la corne de l'Afrique. Une Éthiopie au bord de la guerre civile. Le conflit, déclenché depuis le 4 novembre 2020, a fait jusqu'à présent des milliers de morts et a déplacé plus de 2 millions de personnes. Le Premier ministre, lui, reste sur ses positions en dépit de la pression de la communauté internationale. Je serai mobilisé sur le front pour mener les forces armées. Ceux qui veulent être parmi les enfants éthiopiens qui seront salués par l'histoire, levez-vous pour le pays aujourd'hui. Retrouvons-nous au front. La crise en Éthiopie et au Mali, des conflits dans lesquels s'active diplomatiquement Washington, mais qui excluent pour l'heure des sanctions contre le gouvernement éthiopien. Et malgré ces efforts diplomatiques qui se sont multipliés ces dernières semaines, la crise s'envenime en Éthiopie. Les rebelles tigréens se trouveraient à moins de 200 km de la capitale Addis Abeba. La situation est telle que la France a lancé un appel à ses ressortissants, leur demandant de quitter le territoire sans délai. De leur côté, les services de sécurité de l'ONU réclament à l'organisation, je cite, de coordonner l'évacuation et d'assurer que tous les membres éligibles des femmes et du personnel recrutés à l'étranger quittent l'Éthiopie au plus tard le 25 novembre 2021.
Entrepreneur de profession, elle se lance à présent dans la politique. Amina Gerba a prêté serment ce 22 novembre au Sénat canadien. Originaire du Cameroun, la femme d'affaires avait été nommée en juillet dernier sénatrice indépendante, présidente et fondatrice du Forum Afrique Expansion. Amina Gerba œuvre depuis des années au renforcement du partenariat économique entre le continent et le Canada. Roberto Bogby. Que je serai fidèle. Un serment sur la Bible pour un engagement à servir le Parlement canadien. Un engagement dont les autorités, le Premier ministre Justin Trudeau en l'occurrence, savent Amina Gerba largement capable. L'entrepreneur à succès de 60 ans, originaire du Cameroun, a un profil à valeur ajoutée pour ce pays d'Amérique du Nord. La sénatrice Gerba a siégé à des conseils d'administration publique et privée, y compris celui de l'Université du Québec à Montréal et son comité exécutif. L'organisme Ensemble pour le respect de la diversité, auquel j'ai aussi participé et qui me tient à cœur. De plus, le Conseil canadien pour l'Afrique, le Canadian Council on Africa, la Table ronde des hommes d'affaires d'Afrique et CPCA Solutions en croissance. De février 2018 jusqu'à sa nomination comme sénatrice indépendante au Parlement du Canada en juillet 2021, Amina Gerba était la présidente du conseil d'administration de Entreprendre ici, un organisme mis en place dans le cadre du plan d'action gouvernemental pour soutenir les entrepreneurs des communautés culturelles. La nouvelle sénatrice sert de trait d'union entre la diversité et le Canada. C'est une entrepreneur possédant plus de 25 années d'expérience. Elle a servi de lien économique entre le Canada et l'Afrique pendant plusieurs années. En 1995, elle a créé son propre cabinet de conseil, Afrique Expansion Inc., pour nouer des liens entre le Canada et l'Afrique et pour favoriser des occasions d'affaires. Partie de Bafia, son village dans le centre du Cameroun, Amina Gerba est la 18e d'une fratrie de 19 enfants. Son parcours jusqu'au Parlement canadien, vu à travers le rétroviseur, est comme elle le qualifie une longue histoire. Une histoire au chapitre semblable à celle des minorités ethnoculturelles encore confrontées aux barrières. Des barrières qu'elle va œuvrer à briser. Le secteur bancaire de nouveau en grève au Mali. Ce mardi 23 novembre, un nouveau mouvement de grève a débuté à la suite de l'appel lancé par le syndicat national des assurances, banques et établissements financiers et commerces. Pendant 3 jours, les principaux établissements financiers du pays devraient être fermés. Quelles sont donc les revendications du syndicat? Élément de réponse avec Samantha Sabero-Saboubanga. Une nouvelle grève de 72 heures a débuté ce mardi 23 novembre au Mali par le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerces. En effet, le syndicat des banques a mis en exécution son préavis de grève sur toute l'étendue du territoire national. Cette nouvelle grève vise, selon les organisations syndicales, une révalorisation du salaire de base des employés de l'ordre de 15%, ainsi que la régularisation du statut de certains intermédiaires et prestataires. Cette grève n'est pas sans conséquence sur l'économie nationale. Elle intervient dans une période très critique pour le pays, caractérisé par le renchérissement du prix des produits de première nécessité, les répercussions négatives de la pandémie du Covid-19 et également la crise sécuritaire que le pays traverse. Curieusement, elle coïncide aussi avec la fin du mois, donc la période de paie, et avec la rentrée scolaire. Les pertes financières de ces 3 jours de grève sont estimées à une dizaine de milliards de francs CFA. À l'exception de la Banque de développement du Mali, le mouvement a été largement suivi par les banques, les établissements financiers et les stations-service. Les conséquences socio-économiques de cette grève sont graves et multiples et touchent toutes les populations. On note un déficit de dialogue social. C'est tout le monde qui perd. C'est pourquoi les patrons des banques et les syndicats des travailleurs doivent rapidement renouer le dialogue pour un compromis afin de permettre à l'économie déjà fragilisée par la crise sécuritaire et par celle liée par le Covid-19 de souffler. Le gouvernement se doit le garant et d'inviter les parties, les encourager à se rencontrer, à se parler et à se comprendre. Le lundi 22 novembre 2021, le ministère du Travail en charge du dialogue social a tenté sans succès une conciliation avec les syndicats lors d'une réunion pour éviter toute paralysie du secteur bancaire et permettre aux usagers d'accéder à leurs comptes.
Comment accélérer la transition énergétique en Afrique? La COP26 aura permis aux dirigeants africains de plancher sur la question, mais aussi de réitérer leurs engagements. Face à l'urgence climatique, le continent se tourne de plus en plus vers les énergies renouvelables. Preuve en est, elles pourraient couvrir d'ici 2030 22% des besoins énergétiques du continent, selon l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. Marie-Raphaël Antolo. Les autorités africaines sont en quête d'une formule gagnante pour une bonne transition énergétique verte. Pour y parvenir, un ensemble de réglementations et un accès aux marchés financiers appropriés sont en train d'être mis au point. Pour l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, les différentes activités menées sur le continent pour une transition énergétique vont permettre à l'Afrique de satisfaire près d'un quart de ses besoins énergétiques d'ici 2030. Nous venons tout juste de conclure la conférence du COP26. La conférence du COP26, nous avons beaucoup parlé de l'énergie, nous avons beaucoup parlé de la question de l'énergie renouvelable, nous avons beaucoup parlé de comment est-ce que nous allons passer à cette transition énergétique et comment les pays en voie de développement peuvent contribuer ou peuvent prendre avantage de cette transition. D'après des rapports de la Banque mondiale, sur une population totale estimée à 1,2 milliard d'habitants en Afrique, plus de 645 millions vivaient encore sans électricité en 2017. Une situation qui, selon l'institution, résulte non pas de l'insuffisance de l'électricité, mais d'une inégale distribution de celle-ci. Pour les autorités du continent, il faut encourager les pays à aller vers une transition énergétique verte. Cela va favoriser l'essor du développement industriel et renforcer le secteur énergétique. Et finalement, pour l'énergie renouvelable, de montrer que l'Afrique n'est pas seulement consommateur de l'énergie renouvelable, mais nous sommes aussi producteurs et nous pouvons être au service du monde entier d'abord en produisant et effectivement le mettre à l'exportation pour d'autres pays. D'après les autorités africaines, avec les efforts consentis pour répondre à une forte demande énergétique en raison de la croissance démographique, de l'urbanisation croissante et de l'industrialisation du commerce, l'Afrique pourrait devenir d'ici 2030 un centre intellectuel sur les problématiques en rapport aux énergies renouvelables. À l'approche des fêtes de fin d'année, le Kenya veut éviter un éventuel pic des infections liées au coronavirus. Le ministre de la Santé a donc annoncé la mise en place d'un pass vaccinal et ce à partir du 21 décembre prochain. Les Kenyans devront nécessairement le présenter pour accéder aux services publics. Marie-Raphaël Antolo. L'exécutif kényan exige une vaccination complète pour toute personne sollicitant des services publics. Cette obligation entrera en vigueur dès le 21 décembre 2021 d'après les autorités gouvernementales. Selon le secrétaire du cabinet de la Santé, cette mesure vise à réduire les risques d'un pic de cas de Covid-19 pendant la période des fêtes de décembre. Le Kenya tente de se reconstruire avec la crise sanitaire et essaye d'éviter à nouveau qu'il y ait un regain de la Covid-19. Il faut savoir que depuis un certain nombre d'années, le Kenya n'avait jamais été exposé à une telle baisse de son PIB et l'objectif étant que la relance économique puisse se pérenniser dans le temps avec notamment la volonté d'endiguer la Covid-19 et cela passera par la vaccination, d'où les mesures drastiques qui ont été mises en place avec ce pass sanitaire. Outre la vaccination des personnes en demande de services publics, le secrétaire du cabinet de la Santé souligne également la publication d'une directive exigeant la vaccination de tous les conducteurs de véhicules automobiles. Les conducteurs automobiles seront également appelés à porter sur eux en tout temps une preuve de vaccination à partir du 21 décembre. Le ministère de la Santé envisage par ailleurs une campagne de vaccination de masse de 10 jours à partir du 26 novembre 2021. Nous pouvons être que favorables à ce que des mesures drastiques soient mises en place au Kenya pour deux raisons. La première parce que le taux de vaccination reste encore pas assez important et ne recouvre pas du tout une grande partie de la population kenyane comme beaucoup de pays africains, puisqu'il faut le dire que seuls 5 pays africains vont atteindre l'objectif de 40% de vaccination de la population. Et l'autre point serait aussi d'éviter à ce
que le pays est à subir de plein fait une nouvelle vague qui viendrait considérablement annihiler tous les efforts qui ont été mis en place par les pouvoirs publics kenyans. D'après des données du gouvernement, le nombre total de cas positifs confirmés de Covid-19 au Kenya s'élève à 254 710, tandis que 5 328 décès dus à la maladie ont été enregistrés à la date du 20 novembre 2021. D'après le ministre de la Santé du pays, un total de 6,39 millions de vaccins ont jusqu'à présent été administrés à travers tout le pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.